une espèce est sociale, plus il est nécessaire de développer des mécanismes efficaces de coopération pour pouvoir faire société. Ainsi, notre espèce, Homo sapiens sapiens, est une espèce de primate particulièrement sociale. Effectivement, il n'y a aucun singe qui est capable de collaborer pour le meilleur ou pour le pire à des millions d'individus. D'autres espèces ont une dimension sociale extrêmement importante. Par exemple, les fourmis, les abeilles, les bancs de poissons, les vols des tourneaux. Pour qu'il y ait coopération, pour qu'il y ait un comportement collectif synchronisé, il faut bien définir le périmètre de ce collectif. Dans le cadre des insectes, c'est les gènes qui vont primer et qui vont définir qui appartient ou qui n'appartient pas au collectif. Chez plein d'autres espèces, cette membrane du collectif, elle peut être beaucoup plus poreuse et elle peut reposer sur des conventions culturelles. Ainsi, dans un banc de poissons, un individu peut facilement entrer ou sortir du banc sans que cela gêne ou pose de problème. Pour pouvoir collaborer de manière décentralisée, c'est-à-dire sans chef, il faut qu'il y ait des buts en commun. Dans le cas des insectes sociaux, non seulement les buts doivent être clairs, la survie de la colonie, la possibilité aussi d'avoir des rôles pour les uns et pour les autres qui sont clairs et non ambigus. Ainsi, il y aura certains individus dans la colonie qui seront en charge du soin des larves ou de repérer et de ramener de la nourriture ou de défendre la colonie. Chez des espèces comme la nôtre, à forte dimension sociale, il faut passer un temps non négligeable à clarifier le but commun, le rendre bien explicite et partagé par l'ensemble du collectif, afin de minimiser les risques de confusion dus à des interprétations différentes. Contrairement aux humains, dans une colonie comme une ruche, on ne va pas forcément définir les rôles de manière hiérarchique. Ainsi, si on a appelé reine l'abeille qui fonde la colonie, ce n'est pas forcément elle qui impose les rôles des uns et des autres. Pour autant, il y aura bien une distribution des fonctions entre celles qui vont prendre soin des larves et les abeilles qui vont aller chercher de la nourriture. Par ailleurs, ces rôles peuvent évoluer au cours d'une vie. Une jeune abeille va plutôt être chargée de prendre soin des larves et en vieillissant, elle va être plutôt chargée de retrouver de la ressource, du pollen, et ramener cette ressource à la colonie. Coopérer efficacement, ça repose également sur un principe de transfert efficace de l'information. Ainsi, les abeilles vont chercher à communiquer à l'ensemble du collectif où se trouvent les fleurs les plus riches en nectar, en ressources. Cette communication peut prendre la forme d'une danse, la danse des abeilles, en forme de 8. Ainsi, l'orientation de ce 8 va définir la direction où se trouvent ces ressources et le nombre de fois où elle réalise cette danse donne une indication sur la distance. Pour pouvoir coopérer efficacement et de manière décentralisée, ce que nous apprennent les bancs de poissons ou même les vols des tourneaux par exemple, c'est que la coopération et la synchronisation est basée sur des règles simples. Ainsi, dans un banc de poissons, chaque poisson va adapter son comportement à 2 ou 3 poissons qui l'entourent. Chaque poisson faisant la même chose, il y a propagation d'un comportement synchronisé grâce à cela. Ainsi, la coopération dans le vivant repose sur un ensemble de critères et de principes qui vont être d'identifier le plus clairement possible l'identité de ce collectif à un temps donné, d'identifier également les rôles des uns et des autres dans un objectif clair, et enfin de partager efficacement l'information entre tous les membres du collectif.